Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de modérer cette session spéciale. Et je vais commencer par présenter donc, nos honorables speakers. Je vais commencer par la gauche, donc Siaziz Zohir, qui est le PDG du groupe Sansela. Le groupe Sansela est un groupe industriel tunisien, leader dans ce secteur d'activité, qui est la production donc, de produits d'hygiène à usage unique. Le groupe Sansela a démarré ses activités en Afrique du Nord à travers 3 unités industrielles en Tunisie et en Algérie. Et depuis plusieurs années, donc, il a entamé une stratégie africaine de développement de ses activités, de commercialisation de ses produits. Et aujourd'hui, les produits du groupe Sansela sont commercialisés dans 25 pays africains. Notre deuxième speaker, donc Sibassem Lokil, René Tarif, président du groupe Lokil, président de TABC, donc organisateur du FITA 2019. Donc, le groupe Lokil est un des premiers groupes privés en Tunisie, présent dans divers secteurs d'activité, de l'agriculture à l'industrie lourde, le commerce international, les concessions automobiles et autres. Et le groupe Lokil aussi a entamé depuis plusieurs années une vraie stratégie africaine sur divers pays. Donc, bien évidemment, ce groupe il a une présence historique en Afrique du Nord, mais aujourd'hui, beaucoup de projets de développement sont en cours sur l'Afrique subsaharienne. Notre troisième invité, c'est M. Ayman Qassem, qui est Division Manager, donc Trade Development, au sein de l'ITFC. Donc, nous aurons l'honneur d'échanger avec M. Ayman pour nous présenter les différents contours du programme, ses objectifs et aussi la prospective par rapport aux besoins qu'on va identifier dans nos acteurs économiques et aussi à l'échelle de ces pays. Et notre quatrième invité, Son Excellence, M. Gabriel Curtis, qui est ministre de l'Investissement de la République de Guinée. Donc nous aurons l'honneur d'échanger avec M. Curtis, qui représente aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, pour présenter aussi les attentes de nos amis africains subsahariens, les potentiels de développement, de collaboration, et aussi quels sont les mécanismes et les incitations qui sont mis en place pour renforcer ces liens commerciaux et attirer plus d'investisseurs et d'opérateurs économiques, que ce soit des pays d'Afrique du Nord, mais également de tous les pays arabes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une petite vidéo à projeter pour planter un peu le décor et prendre ce programme qui s'intitule encore une fois Arab Africa Trade Bridges.
Alors, le programme ATTB vient d'un constat simple, qui est, malgré la proximité géographique, la proximité culturelle, sociale, malgré les potentielles synergies entre les pays arabes et les pays africains, et en particulier d'Afrique subsaharienne, les relations économiques, les échanges commerciaux, les flux d'investissement restent très, très limités, très timides, et en deçà des attentes et du potentiel. Moi, j'ai relevé quelques chiffres que je vais partager avant de laisser la parole à M. Ayman Qassem. Le commerce interrégional entre pays arabes et africains ne représente aujourd'hui que 0,3% du commerce mondial des produits agricoles. Autant dire, ce n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, les pays arabes membres de l'Organisation de coopération islamique exportent environ 1,06 trillion de dollars vers le reste du monde. Les pays d'Afrique subsaharienne exportent 160 milliards de dollars vers le reste du monde, dont 70% d'exportations proviennent du pétrole. Un secteur stratégique et crucial et vital pour notre continent, qui est l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture représente en moyenne 15% des PIB des pays africains. Et en Afrique subsaharienne, l'agriculture emploie plus de 50% de la population. Et comme on le sait, notamment au Moyen-Orient, pour des raisons climatiques, il y a des besoins énormes en termes d'importation de produits alimentaires et agricoles. Donc, le premier secteur que j'avais identifié, c'est le premier agricole, qui est un secteur de base, qui est vital, et pour lequel aujourd'hui, il y a des pistes et potentiels de collaboration d'échange qui sont juste énormes. Donc moi, je vais donner la parole à M. Ayman Qassem. Si vous voulez bien, M. Ayman, nous rappeler les contours de ce programme, ses objectifs, les différentes parties prenantes et peut-être les outils ou les mécanismes qui ont été mis en place à travers ce programme pour accompagner donc, les différents opérateurs pour aller vers plus d'intégration sous-régionale, plus de relations commerciales, plus de coopération économique entre les pays arabes et les pays africains. Voilà, merci. Je commencerai par donner une petite idée sur ITFC d'abord, et puis passer à une description du programme et de ses objectifs. Donc, ITFC, c'est le International Islamic Trade Finance Corporation, la société internationale islamique de financement du commerce, qui a été créée en 2008 comme une filiale de la Banque islamique de développement. L'ITFC, elle a deux mandats principaux. C'est le mandat, il y a un financement du commerce, c'est le business principal de la société. Et puis on a l'autre volet, l'autre mandat, c'est le développement du commerce dans les pays membres de l'OCI. À travers nos opérations, donc on a dépassé depuis la création de l'ITFC, nos financements du commerce des pays membres a dépassé les 45 milliards de dollars depuis 2008. Et bien sûr, au fur et à mesure que nos chiffres d'affaires se développent, nos activités de développement du commerce aussi se développaient au fur et à mesure jusqu'à l'année dernière où on a créé carrément un département dédié au développement du commerce. Le programme, le background de la création du programme Arab Africa Trade Bridge, c'est que la société ITFC, avec ses partenaires de financement, les sociétés de financement et les sociétés de développement régionales, telles que la société sœur de IDB, l'ISEC, ou la BADIA, ou le Fonds monétaire arabe, ou le programme arabe de financement du commerce, ont constaté que les échanges commerciaux entre les deux régions ne reflètent pas vraiment le potentiel qui existe entre les deux régions. Mais ça se reflétait aussi sur les chiffres, sur le financement des institutions, des échanges entre les deux régions. C'est pour cette raison-là qu'on a demandé au Centre de commerce international à Genève de faire une étude sur l'existence, sur la situation du commerce entre les deux régions et sur le potentiel existant. D'où les chiffres que vous venez de nous donner, où l'étude a révélé que la part du commerce entre les deux régions ne représente qu'une
qu'un petit pourcentage de leur commerce global. Et vu aussi les exploitations et importations des deux régions, la situation du commerce entre les pays des deux régions ne profite pas vraiment du potentiel existant. Donc en 2017, on a lancé le Arab Africa Trade Bridge Programme avec des partenaires, des institutions partenaires et des pays partenaires aussi. En février 2017, le programme a été lancé au Maroc. Et il avait pour objectif de créer et stimuler les opportunités du commerce entre les pays de deux régions, de fournir aussi une plateforme pour les institutions de financement, une plateforme de financement et une plateforme pour les sociétés de financement du commerce et d'assurance de crédit à l'export. Et aussi, et ça c'est un volet très important pour les deux régions, mais surtout pour le continent africain, c'est de développer des programmes de développement de capacité. Donc le programme a trois champs d'intervention principaux. Il y a bien sûr les produits de financement du commerce entre les deux régions. Et on va revenir sur des détails des opérations jusqu'à aujourd'hui du programme, mais aussi sur le potentiel de financement entre les deux régions. Il y a aussi la promotion du commerce où le programme mène depuis 2017 des actions de promotion du commerce, surtout par secteur, parce que l'étude a révélé que le potentiel existant, il y a des secteurs particuliers où un grand potentiel existe entre les deux régions arabes et africaines, mais aussi la facilitation du commerce, où bien sûr il y a plusieurs mesures et des actions qui visent à faciliter le commerce entre les deux régions, plus sans oublier les programmes de développement des capacités. On reviendra tout à l'heure aussi sur les détails de programmes ou les programmes de développement de capacité que la ATB mène jusqu'à aujourd'hui. Pour bien structurer le programme, le programme il est doté de 3 structures de gouvernance. Il y a ce qu'on appelle le Governing Board, le conseil de gouvernance, composé des institutions de financement qui sont partenaires du programme, mais aussi qui est composé de quelques pays membres africains et arabes, notamment la Tunisie aussi qui est membre du conseil de gouvernance de la ATB, où la première réunion a été tenue au Maroc en novembre dernier. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Executive Committee, c'est le conseil de gouvernance, disons, intermédiaire entre l'unité de pilotage du programme et le conseil de gouvernance. Et la responsabilité de Executive Committee, c'est de valider le programme AATB et bien sûr de donner, de piloter ou d'observer l'exécution de ce programme et le reporter aussi, faire des rapports pour le Governance Board, jusqu'en arrivant à l'unité de pilotage d'exécution où il y a vraiment une petite équipe qui est chargée sur l'exécution du programme et des actions, surtout l'exécution du programme annuel du programme. Pour le partenaire du programme, donc il y a plusieurs institutions, comme on a cité. Maintenant, le programme il a de plus en plus de partenaires. Un partenaire déjà de la création, on compte la Banque africaine pour le développement économique en Afrique, la BADEA. On compte aussi parmi nous un grand partenaire du programme, c'est l'Afreximbank, qui nous a rejoint l'année dernière aussi dans ce programme. Il y a le Saudi Export Development Programme aussi qui est un partenaire du programme. Et en termes de pays, on a bien sûr la Tunisie, membre du conseil de gouvernance et partenaire du programme. On a le Royaume du Maroc et on a l'Arabie Saoudite. On a le Sénégal, Djibouti, la Gambie aussi. Rien que citer ça, c'est les pays qui ont démarré avec nous, mais le programme est amené à bien sûr étendre ses activités et la participation des pays membres dans son conseil de gouvernance. Donc voilà rapidement description du programme et définition du programme. Merci, Monsieur Haim, pour toutes ces précisions. Donc le programme est ambitieux et là vous avez quelques clients, je pense, dans la salle. Et je vais donner la parole à Monsieur Aziz Zohib parce que aujourd'hui le groupe Sancella est un industriel nord-africain d'origine tunisienne qui a développé un partenariat avec le premier groupe européen d'origine suédoise dans son domaine d'activité, 3e leader mondial. Donc on est dans une logique tripartite et qui aujourd'hui commercialise ses produits dans 25 pays africains. Moi j'ai retenu
dans votre message, Monsieur Ayman, la facilitation du commerce. Si Aziz Zohir, par rapport à votre retour d'expérience, par rapport à vos activités actuelles d'exportation, de prospection de nouveaux marchés, voire d'installation dans certains pays, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre retour d'expérience et aussi partager avec nous les éventuelles difficultés? On parle beaucoup des difficultés logistiques, des difficultés douanières, etc., pour pouvoir accéder à ces marchés et développer par conséquent les flux commerciaux entre la Tunisie et ces pays d'Afrique subsaharienne. Merci Zied. Donc, je voudrais amener un témoignage, donc témoignage d'un opérateur industriel dans les produits de grande consommation, donc les produits d'hygiène jetables, produits de santé beauté. Donc nous sommes un groupe industriel au départ tunisien dans les années 70, lorsqu'il y a eu le boom industriel en Tunisie. Nous étions axés essentiellement sur le marché tunisien. On s'est spécialisé dans les produits donc, jetables, couches bébés, protection féminine, papier domestique. Par la suite, nous nous sommes associés avec le premier groupe européen, donc un groupe suédois, qui nous a confié l'ensemble des pays du Maghreb. Donc, nous avons développé des activités industrielles en Algérie, avec la création d'une usine à Aneb, et des sociétés de distribution en Libye et au Maroc. Puis par la suite, notre partenaire nous a demandé de nous intéresser de plus près à l'Afrique de l'Ouest, compte tenu des bons résultats qu'on avait obtenus sur le marché maghrébin. Donc nous vendons aujourd'hui une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, essentiellement des pays francophones. Le chiffre d'affaires à l'export sur ces pays représente à peu près 25% du chiffre d'affaires à l'export du groupe et 15% du total de son chiffre d'affaires. Donc c'est un chiffre intéressant, mais on pourrait beaucoup mieux faire. On peut citer rapidement donc, les points positifs, mais également les axes d'amélioration. Alors, au niveau des points positifs, il est certain que la stabilité politique a conduit dans les pays d'Afrique de l'Ouest et dans les pays d'Afrique subsaharienne à une croissance beaucoup plus forte et à une augmentation du pouvoir d'achat. Et donc maintenant, on voit une classe moyenne qui consomme et pour nous, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, il y a une amélioration des circuits de distribution. Ce n'est plus l'hyper traditionnel, il y a maintenant des petites et moyennes surfaces, des grandes surfaces. Donc les canaux de distribution se sont diversifiés et on peut donc exposer nos produits de façon beaucoup plus intéressante. Il y a également des ressources humaines sur place pour les activités marketing et commerciales. Les axes d'amélioration, les points faibles que nous rencontrons régulièrement. Tout d'abord, la logistique, c'est clair, mais pour nous, c'est encore plus urgent parce que nos produits sont volumineux et donc le transport nous pénalise. Et aujourd'hui, pour expédier à Abidjan ou à Dakar, je suis obligé de passer par Malte ou par Valence ou par Gênes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concerne les accords douaniers qui sont encore un petit peu en retard avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a eu du progrès qui a été fait avec le COMESA, c'est vrai. COMESA, ça reste un petit peu loin encore. Mais nos produits sont soumis à des droits de douane autour de 20%. Et donc, c'est pénalisant pour être compétitif sur ces marchés. Ensuite, il y a un petit peu la frilosité ou la timidité des banques tunisiennes. La STB, on les a écoutés tout à l'heure, ont commencé à bouger au Niger, c'est bien, mais les autres institutions financières sont encore un petit peu en retard et on souhaite qu'elles nous accompagnent ou dans la distribution ou dans les projets industriels que nous avons. Parce qu'à terme, il va falloir s'installer industriellement sur place. Les distances sont trop grandes. Ensuite, il y a beaucoup d'avantages. Il y a des accords douaniers entre les pays. Donc, lorsqu'on s'installe en Côte d'Ivoire, on va toucher sans payer de droits de douane au moins une dizaine de pays. Il y a une monnaie unique. Donc, au niveau d'échange, c'est assez facile.
investir sur place, bien sûr, nous avons un grand savoir-faire et une grande expérience dans le domaine. Nous avons des marques qui sont internationalement connues. Mais créer une usine dans un des pays de la région, ça demande une immobilisation de capitaux importante. Et donc, c'est pour ça que j'évoquais les banques tunisiennes. Mais également, il faudrait trouver des sociétés de capital investissement qui puissent accompagner, en tous les cas au départ, les projets industriels, parce qu'entre les besoins de fonds de roulement, le terrain, le bâtiment, les équipements, les pièces de rechange, etc., on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros à chaque fois. Et donc, souvent, d'abord, la législation tunisienne est un petit peu contraignante encore au niveau du code d'échange. On ne peut pas exporter tous les capitaux dont on a besoin. Et ensuite, pour donner plus de chance au projet, les institutions financières, dont certaines sont présentes à cette remarquable conférence, pourraient envisager donc une participation à titre de capital investissement dans ces projets-là pour les 5-6 premières années de démarrage, de façon à alléger les frais financiers. Parce qu'on parle de financement, bien sûr, c'est bien, mais ce n'est pas gratuit. Le financement coûte cher, il faut rembourser le principal, il faut payer les intérêts, et donc ça pénalise souvent le PNL, le compte d'exploitation de l'entreprise au départ. Donc la prise de risque, on est disposé à la prendre, mais trouvons ces accompagnements à partir on a parlé du transport, mais également des mécanismes financiers qui pourraient aider les industriels tunisiens qui, comme je l'ai dit, ont un grand savoir-faire. On l'oublie souvent. L'industrie tunisienne a démarré dans les années 70, bien avant d'autres pays qui maintenant nous ont rejoints ou même nous dépassent. Et il serait bien de reprendre ce leadership compte tenu des bonnes relations. Et je dois dire que récemment, avec l'ouverture des lignes aériennes et avec le dynamisme de nos amis de TABC et de Cibes, et donc on a véritablement accéléré le processus de développement commercial sur la région. Merci Aziz pour ce témoignage. Je vais rebondir par rapport aux différentes attentes que vous avez évoquées pour demander à Sibassem par rapport à son expérience à travers le groupe Lookil, mais également avec sa casquette de président de TABC qui joue un rôle important de sensibilisation des autorités pour mettre en place une vraie stratégie africaine et faciliter ou à minima donc limiter les obstacles pour les entreprises tunisiennes. Aujourd'hui, Sibassem, quand on parle de relations entre pays arabes et pays africains, bien évidemment, on ne peut pas ignorer le fait que les pays d'Afrique du Nord, ou les pays arabes d'Afrique du Nord, peuvent jouer le rôle de trait d'union pour des raisons historiques, géographiques, de proximité, pour des raisons linguistiques, etc. Quel rôle peut jouer également un pays comme la Tunisie dans ce rapprochement entre les pays arabes et les pays africains? Est-ce qu'on est assez présent au Moyen-Orient, par exemple? Comment on peut transformer cette situation actuelle en opportunité, notamment à travers des programmes comme celui de l'Arab Africa Trade Bridge? Merci Zied. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, ce que vient de décrire c'est Aziz, c'est l'exemple type des difficultés et du challenge de toute entreprise tunisienne qui veut s'aventurer en Afrique. Pas une Afrique uniquement d'ailleurs. La partie du financement et les problèmes de financement et la loi de finances, la loi de change concerne pratiquement tous les investissements des entreprises tunisiennes à l'étranger. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, en tant que groupe privé ou au sein même de TABC, puisqu'on est en contact permanent avec une grande partie des opérateurs tunisiens qui opèrent sur l'Afrique, c'est qu'il y a d'un côté un potentiel énorme qui est l'Afrique. Tous les chiffres le confirment, tous les chiffres l'indiquent, ne serait-ce que pour nous, Tunisiens, la partie de l'Afrique de l'Ouest. Pour des raisons historiques, linguistiques, comme vous le dites, nous avons un diaspora de cadres aujourd'hui africains qui ont quand même fait les études supérieures en Tunisie, qui sont des ambassadeurs, qui sont très contents très souvent de nous voir, qui sont très contents de voir des produits tunisiens
qui commencent à faire surface sur ces marchés-là. Donc, un très grand potentiel. 2, vous avez la composante tunisienne, pour ne parler que de la Tunisie. Comme vient de le dire César Aziz, l'expérience tunisienne dans l'industrie remonte aux années 60, sinon les années 70. Tout le monde reconnaît ça. Et tout le monde reconnaît aussi la fiabilité et la qualité des produits tunisiens. Même sur ces 8 dernières années, il y a eu des petits aléas, mais l'industrie tunisienne reste quand même une référence en Afrique du Nord. Donc, deuxième potentiel. Et de l'autre côté, vous avez ce fameux potentiel dont on parle depuis des années, les financements. Les financements, que ce soit le Arab Africa Trade Bridge, donc c'est un pan, et la Tunisie peut jouer parfaitement ce rôle de pan. Vous avez la BAD, vous avez l'Afrexim Bank, vous avez les fonds d'investissement, donc les capitaux risques qui existent. Le problème aujourd'hui, c'est comment justement faire une liaison entre ces trois, la ligne. Donc, entre nous, même chez TABC, ça fait 3 ans qu'on parle du potentiel africain. Et à chaque fois qu'on s'adresse à des bailleurs de fonds, on parle de 3 billions de dollars, 4 billions de dollars de disponibles pour le financement en Afrique, pour le commerce. Ne serait-ce qu'hier, vous avez entendu les déclarations du président de l'Afrexim Bank, 500 millions de dollars pour le financement des exportations et de l'industrie tunisienne pour l'Afrique. Au rythme actuel, il nous faudra peut-être 30 ans pour les consommer. L'ARF African Trade Bridge, je ne sais pas, vous avez déjà mis en place une ligne de combien à peu près? Pour le moment, 100 millions, je pense. Il faut dire le total des transactions depuis la création par les différentes institutions, on a dépassé les 450 millions de dollars. Voilà, 450 millions de dollars, ça avait rêvé tout le monde. Sauf que, justement, le problème aujourd'hui réside au niveau de la logistique, réside au niveau de la connaissance même des mécanismes de fonctionnement de ces fonds. Et c'est pour cela qu'on essaie d'organiser, assez souvent qu'on puisse le faire, ces forums, ces rencontres, pour justement vulgariser ces mécanismes, les faire connaître, et essayer de sortir de la pensée traditionnelle qu'il faut à chaque fois qu'on passe par des banques tunisiennes, parce qu'elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes parce qu'elles sont en train de gagner beaucoup d'argent sur le marché local, donc il n'y a aucune motivation, croyez-le. 2, pour eux, le marché Afrique reste toujours l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, pays à risque, et pas pour ton potentiel. Donc, nos banques regardent toujours le marché local ou alors les petites affaires juteuses avec le Nord. Donc, c'est pour cela que ce genre de fonds existe aujourd'hui et c'est pour ça qu'on doit encourager ces initiatives, sauf qu'on doit trouver les moyens psychologiques d'abord, croyez-le, pratiques et pragmatiques pour pouvoir y accéder, puiser sur ces fonds et être les précurseurs, nous, Tunisiens, dans l'utilisation de ces fonds. Et donc, comme on dit en anglais, thinking out of the box, il y a des mécanismes et il y a des moyens aujourd'hui pour puiser et profiter de ces lignes dans la légalité, en fonction des contraintes de loi de change actuelles et en collaboration avec la Banque centrale. Ça, on mettra une note générale sur ces mécanismes-là et leur fonctionnement et l'approche qu'il faut faire avec la Banque centrale juste après le forum. Donc, il faut sortir du cadre traditionnel qui a toujours des contraintes, des contraintes, des contraintes. Pour ce qui est des coûts des fonds, j'approuve que même les fonds pour les États est très cher aujourd'hui. Quand on voit nous-mêmes, la Tunisie est sortie sur le marché international au taux de 6,75 en euros, que dire des États de l'Afrique subsaharienne où il y a plusieurs pays déjà qui sont mieux notés que nous. Donc, de l'autre côté, il y a une meilleure rentabilité sur plusieurs de ces marchés que sur le nôtre. Il y a un retour sur investissement beaucoup plus intéressant en Afrique subsaharienne qu'il n'est sur l'Afrique du Nord, pour la simple raison que beaucoup de ces marchés sont encore vierges
Il suffit maintenant de s'implanter, il suffit d'investir dans les réseaux de distribution, parce que compter uniquement sur des agents ou des partenaires de distribution locaux, parfois n'est pas nécessairement suffisant pour les problèmes qui ont été cités auparavant, que ce soit par Aziz ou par d'autres opérateurs. Les réseaux de distribution, les circuits de distribution ne sont pas encore assez développés et il va falloir donc faire des choses en partenariat pour mettre tout ça sur place et être parmi les premiers aussi à s'y installer. C'est ça l'avantage de s'aventurer en Afrique au jour d'aujourd'hui, c'est d'être sur place. Donc ce que je demande justement à nos amis des bailleurs de fonds, d'abord félicitations et bravo pour cette initiative, mais il va falloir vraiment être un peu plus pratique, un peu plus dans le détail pour que tous ces gens-là, tous ces opérateurs ici présents ou ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux puissent connaître réellement le fonctionnement de ces fonds, comment les utiliser. Et pour répondre à la question de Zied, pour ne pas être trop lent, désolé si j'étais lent, la Tunisie effectivement peut être le pont entre les pays arabes et l'Afrique. Mieux que quiconque. Ça, je le confirme. Nous sommes des commerçants de père en fils. Phénicia, Alissa, les temps de toutes les invasions d'ailleurs. Nous avons toujours joué un rôle de commerçants, de traders et des hommes qui prennent le risque. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter. L'histoire de la Tunisie des années 60 en Afrique vaut de l'or aujourd'hui en Afrique, parce que là où on reconnaît toujours la Tunisie par les positions de Habib Bourguiba, par, encore une fois, l'enseignement supérieur, par le secteur de la santé, par les bureaux d'études aussi, qui ont été des précurseurs, qui sont installés en Afrique un peu partout et qui ont aidé ces pays-là à se reconstruire dans l'élaboration des plans d'infrastructures, de développement, etc. Donc, nous, Tunisiens, sans trop nous vanter, nous avons été parmi les premiers de l'Afrique du Nord à s'installer en Afrique, à introduire nos compétences, à convaincre et à traiter terre à terre. Très important, je dis bien terre à terre, en toute simplicité, et généralement, ce qu'on propose, c'est du win-win, sans prétention, et on nous adore pour ça. Et peut-être mon ami, monsieur le ministre Gabriel, pourrait en témoigner tout à l'heure, parce qu'il y a une relation d'amitié de très longue date entre la Guinée-Conakry et la Tunisie, et j'espère qu'elle va continuer à l'être, je suis confiant même. Et ce sont les genres de bridge et de ponts qu'on peut nouer, en utilisant justement ces mécanismes. L'ITFC, aujourd'hui, si elle est là pour la deuxième fois de suite au FITA, c'est parce qu'elle croit en Tunisie, elle croit dans la capacité des sociétés industrielles tunisiennes à justement pouvoir les accompagner et profiter de tous ces mécanismes de financement. Merci. Merci Bassem pour ce témoignage. Donc nous avons l'honneur d'avoir son Excellence Monsieur Curtis, le ministre de l'Investissement de la République de Guinée. Donc on va en profiter bien évidemment pour avoir un regard subsaharien. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intégration régionale, de renforcement des liens commerciaux, d'investissement, de partenariat sud-sud, de partenariat équitable. Quel est votre regard par rapport à tout ça ? Aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques tunisiens qui s'intéressent de plus en plus et qui regardent de plus en plus vers l'Afrique de l'Ouest, qui exportent vers l'Afrique de l'Ouest, qui ont des projets d'installation. Si Aziz a évoqué un projet d'installation, est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être votre regard déjà par rapport à tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des mesures d'accompagnement, de facilitation pour accompagner les entreprises tunisiennes, par exemple, pour venir s'installer? On sait tous que le premier pas, c'est le commerce, mais l'installation effective à travers des unités de production et des unités industrielles constitue un investissement de long terme et non pas des échanges ponctuels. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question aussi, par rapport à l'Afrique de l'Ouest au sens large,
comment l'Afrique de l'Ouest peut profiter de ce programme-là, notamment dans certains secteurs tels que l'agriculture. Et d'une façon plus large, le programme vise à renforcer les flux commerciaux et les échanges commerciaux, mais quid de l'efficacité commerciale, notamment en termes de valorisation des produits agricoles, des matières premières, pour tirer profit au maximum de ces opportunités-là. Merci beaucoup pour de cette invitation. Je pense que c'est un sujet très important et je remercie les organisateurs et de nous donner cette plateforme pour pouvoir nous exprimer ici, notamment TABC qui fait beaucoup. Ce qui veut dire qu'il n'en faut pas beaucoup, il faut pas beaucoup de choses pour enclencher une dynamique. Depuis que TABC a été créé, vous avez vu que ça commence à créer de l'engouement et ça commence à véritablement ouvrir les portes. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Le commerce est à la base de l'économie. Il n'y a pas d'économie sans commerce. Et pour commercer, c'est d'avoir aussi un rapport à l'autre. C'est des échanges. Et pour avoir des échanges, il faut qu'il y ait un flux, il faut qu'il y ait un moyen pour qu'on puisse avoir ces échanges. Et vous avez, dans la région ouest africaine, une région qui est intégrée politiquement. Plus intégrée politiquement, parce qu'on a un espace qui s'appelle l'espace CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui représente à peu près 340 millions d'habitants actuellement, mais qui va monter à 500 millions d'ici une vingtaine d'années. Donc c'est un marché vaste et qui représente donc beaucoup d'opportunités. Mais nous avons aussi beaucoup de défis à relever. Je voudrais juste vous donner un peu pour mettre ça en contexte. Rien que dans le cas de la Guinée, 40% de notre population a moins de 15 ans, 60% a moins de 25 ans, 77% a moins de 35 ans. C'est juste pour mettre un peu en perspective les challenges que nous avons, mais aussi des opportunités, parce que ça veut dire que nous avons un dividende démographique qui arrive si nous réussissons ensemble le pari du développement. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? On a parlé tout à l'heure ici de chiffres très importants, 500 millions, 1 milliard, 400 millions, 450 millions. C'est des chiffres qui font rêver, évidemment, et qui nous disent qu'il y a du potentiel. Mais il y a besoin de transformer ce potentiel-là en action concrète. Et c'est ce à quoi nous aspirons, véritablement à être dans le concret, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse, comment peut-on faciliter, comment peut-on aider, comment on peut faire, comment est-ce qu'on peut améliorer ce que l'on fait. Nous, enfin, au niveau de l'État guinéen, du gouvernement guinéen, il y a une véritable volonté d'engager avec les autres, avec nos partenaires historiques, ceux avec qui nous avons des liens, comme la Tunisie. M. Loukil l'a rappelé tout à l'heure, depuis les années 60, il y avait des rapports très, très, très forts entre nos deux pays et qu'on essaie de renouer parce qu'il y a déjà un passé, il y a ce qu'on appelle en anglais un goodwill qui est là et avec laquelle nous avons bénéficié, notamment au niveau de l'éducation, la formation. Beaucoup de Guinéens ont été formés ici, donc ce qui permet de pouvoir faciliter ces échanges-là. Et nous avons mis en place un cadre légal et réglementaire pour faciliter cela. Mais ceci étant dit, ce n'est pas ça qui va créer de l'activité, c'est pas ça qui va créer de l'emploi pour nos jeunes, c'est pas ça qui va faire accroître les commerces. Qu'est-ce qui va faire accroître le commerce? Nous avons évidemment beaucoup de besoins. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé des infrastructures, de l'industrie, du tourisme, et nous avons aussi des besoins en financement. Parce que rien ne peut se développer malheureusement, même s'il y a la volonté, sans que les financements ne soient disponibles.
Et rien ne peut se développer si les conditions matérielles, et l'infrastructure, la logistique n'y est pas. Et c'est là où il peut y avoir véritablement complémentarité entre l'expérience tunisienne, qui depuis la fin des années 60, début des années 70, a amorcé son décollage, et donc nous pouvons bénéficier. Et on peut bénéficier comment? D'abord en essayant d'améliorer le commerce entre nos deux pays, avoir des échanges, des liaisons, que ce soit les liaisons aériennes qui permettent aux gens de se déplacer, parce que Guy parle de commerce, il faut pouvoir se déplacer, et les liaisons maritimes, et même les liaisons terrestres, bien que la Tunisie soit géographiquement éloignée de nous. Mais je prends des exemples comme le Maroc, où effectivement il y a des liaisons terrestres, où vous commandez quelque chose au Maroc, ça vient par camion jusque dans nos pays de la zone d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un marché véritablement important. Et nous pouvons aussi bénéficier de tout ce qui est accompagnement technique, tout ce qui est renforcement de capacité. Nous avons vraiment l'un des handicaps aussi que j'ai remarqué et qui ressort un peu quand on a toutes ces conférences-là, c'est qu'il y a un manque d'information. Les hommes d'affaires, les personnes qui s'intéressent à nos marchés n'ont pas d'information. Et vice-versa aussi, de chez nous, ils n'ont pas l'information de tout ce qui peut être fait ici en Tunisie. Ils n'ont pas forcément l'information. Donc, systématiquement, on se rabat sur ce que l'on connaît. Tandis que quand l'information est disponible et qu'il y a une communication qui s'installe, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce genre de forum. Ça permet de faire véhiculer et de faire passer l'information. Pour vous dire, nous avons des besoins, nous avons des contraintes, voilà où vous pouvez trouver l'information, voilà les acteurs qui sont là, voilà comment ça peut se faire. Je pense que ça ouvre véritablement des portes. Et nous avons aussi des expériences qui ont été concluantes, notamment dans les mines, avec la bauxite, dans l'agriculture. Nous avons des expériences qui ont été faites avec des opérateurs du secteur privé européen, par exemple dans le palmier à huile, depuis près de 30 ans, et ça marche très bien. Également dans l'industrie, avec les minoteries, nous avons des expériences très concluantes avec le Royaume du Maroc. Mais ceci étant dit, nous avons un besoin énorme. Imaginez ce qu'était la Tunisie à la fin des années 60, avec ce besoin-là, une population en pleine croissance, avec une classe moyenne qui émerge. On a une classe moyenne qui émerge. Ça n'est peut-être pas visible ou ça n'est pas quelque chose que l'on pense de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a une classe moyenne qui émerge. Et cette information, et ça c'est important, on a des taux de croissance qui sont appréciables. Au niveau de la Guinée, on a des taux de croissance à 2 chiffres, au niveau de la Côte d'Ivoire aussi à 2 chiffres, au niveau du Sénégal, des autres pays, il y a des taux de croissance qui sont appréciables. Maintenant, nous avons créé les conditions, mais nous souhaitons véritablement que l'information puisse circuler, qu'on puisse aussi avoir accès au financement et tout l'accompagnement nécessaire. Une autre chose aussi sur laquelle je voulais insister et qui rejoint un peu ce que je vous ai dit, ça rejoint encore cette question d'information. Il y a une perception du risque qui est beaucoup plus importante que la réalité. Et ça nous cause un problème très important. Parce qu'on a l'impression que quand vous allez en Afrique de l'Ouest ou en Afrique subsaharienne, il y a énormément de risques. Alors que vous avez des entreprises qui sont là, installées depuis 40 ans, 50 ans, il n'y a pas eu d'expropriation. Il n'y a pas eu de nationalisation à outrance. Est-ce qu'il y a quelques difficultés? Oui, mais la perception du risque aussi, elle provient du fait qu'il y a méconnaissance de nos marchés, de ce qui se passe. Je sais qu'on est un peu pris par le temps, mais comment profiter de ce programme? En fait, c'est qu'il faut qu'on sache quels sont
comment y accéder, comment rendre ça palpable pour nos différents secteurs privés, en leur disant, écoutez, si vous voulez accéder à ces fonds-là, à ces financements, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. 1, vous allez ici, 2, vous faites cela, 3, vous faites cela. C'est aussi simple que cela, qu'on rende l'information palpable et accessible à tout le monde. Et nous sommes prêts, en tant que gouvernement, en tant que pouvoir public, à accompagner et à pousser pour cela. Merci. Merci, Monsieur Curtis. Si je résume les différentes interventions, donc le potentiel est énorme, l'intérêt est là, les enjeux sont très importants, mais il y a aussi encore beaucoup de défis qui restent à relever. Et tout ça milite vers le programme qui a été mis en place par l'ITFC. Mais je souhaiterais poser une dernière question à M. Haïm El Qasm par rapport aux mesures d'accompagnement. Donc le programme, son objectif principal, c'est de bâtir un pont entre les pays arabes et les pays africains. Et pour prendre ce pont, on a besoin d'une carte détaillée, on a besoin de guides qui vont renseigner donc les gens qui vont emprunter ce pont pour aller dans la bonne direction, vers les bonnes personnes. Et il y a aussi un aspect qui a été abordé par les différents intervenants, la donnée, l'accès à la donnée, l'accès à l'information fiable, pertinente, au bon moment, parce que c'est la donnée et la bonne donnée qui permet de prendre la bonne décision, d'aller vers les bonnes personnes, vers le bon marché, vers les bons partenaires, de sécuriser les opérations et les relations d'affaires. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues dans le cadre de ce programme? Merci. C'est vrai que l'accès à l'information est considéré comme l'un des handicaps majeurs concernant le développement des échanges entre les deux régions. C'est pour cette raison que le plan d'action du programme pour les années à venir, d'ailleurs on va commencer cette année avec le développement d'un portail destiné à fournir l'information commerciale, l'information sur la réglementation dans les pays arabes et africains concernés. C'est un portail qui va aussi permettre de promouvoir les opportunités commerciales entre les deux régions. Déjà le RFP, le dossier technique de ce portail est déjà prêt, donc on va le soumettre aux sociétés de développement incessamment dans les semaines à venir. Et je pense qu'on va voir un début de ce portail-là avant la fin de l'année développé et qui va être développé par la suite aux commentaires des parties prenantes, des parties intéressées. Mais on va essayer de fournir le plus d'informations possible sur les opportunités commerciales, la réglementation commerciale, les lois dans les pays concernés. Et là, je voudrais revenir aussi on parle de l'exploitation des biens tunisien. Moi je parle aussi d'exploitation des services. Aujourd'hui on a un modèle réussi, on en a parlé avant la séance, où l'ITFC mène un projet ambition en Guinée pour la mise en valeur des chaînes, la mise à niveau de la chaîne de valeur du secteur de mangue et de l'acajou en Guinée, avec l'expertise tunisienne. Il y a les experts tunisiens qui ont fait le déplacement en Guinée, qui ont déjà préparé un dossier de projet extraordinaire qui a été validé par le gouvernement guinéen et les partenaires, et d'où l'exécution va commencer aussi dans les semaines à venir. Donc il y a aussi l'expertise tunisienne qui n'est pas récente, hein. On parle de l'agence tunisienne de la coopération, a été créée en 72, je pense, et c'est vraiment, on parle maintenant de 35 ans d'existence, même plus, et il y a vraiment matière à développer les relations avec les pays africains via les experts tunisiens ou l'expertise tunisienne dans plusieurs domaines. Le financement, en revenant de ce financement, l'importance au niveau de l'ITFC, le financement des échanges avec les pays africains, en quelques années on est passé de 150 millions de dollars, on atteint maintenant presque $1 milliard annuels. Et on accorde de plus en plus de fonds justement pour promouvoir et faciliter les échanges commerciaux avec l'Afrique. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Surtout en termes d'information, comment on peut accéder. Et je veux juste noter aussi que l'ITFC, ça fait quand même 3 ans qu'elle existe en Afrique de l'Ouest, via un bureau régional maintenant à Dakar.
où on a des spécialistes là-bas qui gèrent des relations de financement avec les pays de la région, y compris les dossiers de financement avec la Guinée aussi. Et nos pays, on reçoit des demandes de financement du secteur privé, des associations publiques aussi, et on traite pratiquement toutes les demandes par-ci, par-là. Et on revient aussi sur un point important pour développer et encourager les échanges, c'est surtout il faut réduire le coût du commerce. Il faut réduire le coût à l'exploitation. Justement, on a mentionné la question de l'île maritime, mais aussi je pense qu'il y a beaucoup de matière à faire en termes de coordination entre les différentes institutions, un partenariat public-privé pour faciliter aussi, pour un effort en commun, un effort conjoint, pour faciliter et diminuer surtout le coût du commerce entre les deux régions. Merci, Monsieur Ayman. Malheureusement, le sujet est passionnant et très vaste, mais nous sommes contraints par le temps. Donc, je remercie l'ensemble de nos invités pour la qualité de leur contribution. Et s'il y a des... On va prendre une question, parce qu'on a une contrainte importante de temps. Bon, ce que je vous propose, pour ceux qui ont des questions, on va clôturer la séance. Et puis, nos invités sont là, vous pouvez aller les rencontrer pour échanger avec eux. Merci pour l'audience, pour votre attention.